Les Celtes de -600 à la mort de Vercingétorix. On connaît mieux les sociétés d'Europe septentrionale à partir du 7e siècle avant notre ère, grâce aux sources écrites, d'origine étrangère, et au progrès de l'archéologie. Bien que divisées politiquement, ces sociétés de l'âge de fer partagent une langue, le celte, et une culture commune. Ainsi, selon César, les druides, c'est-à-dire les chefs religieux venant de toute la Gaule, se réunissent chaque année dans la forêt des Carnutes, dans le bassin parisien. C'est par des auteurs grecs tels Hécatée de Milet, puis romains, Tite-Live, César notamment, que l'on a les premières mentions du monde celte à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ. Elles insistent sur leur pratique de la guerre. Les auteurs latins relatent ainsi les incursions au nord de l'Italie. En -390, les Celtes écrasent l'armée romaine avant de connaître en -225 une terrible défaite à Télamon qui entraîne leur départ. À l'est, en -298, un contingent de guerriers celtes en Thrace et en Macédoine est également repoussé. Mais en -280, une expédition où les Celtes se sont alliés aux Thraces bat le roi de Macédoine. En -278, les Celtes en profitent pour attaquer le sanctuaire de Delphes, mais ils sont ensuite repoussés. En Asie mineure, les Celtes, nommés Galates, servent de mercenaires, tantôt alliés, tantôt adversaires des rois hellénistiques. Ils sont défaits en -233 par le roi Attale Ier, qui fait bâtir un monument commémorant sa victoire sur l'acropole de Pergame, avec une célèbre statue figurant un Gaulois mourant. Ces sources écrites sont complétées par les témoignages archéologiques qui sont de plus en plus nombreux. Grâce à l'essor de la photographie aérienne depuis les années 70, du paléo-environnement, c'est-à-dire de l'étude des fossiles en laboratoire, et de l'archéologie préventive depuis les années 80. Dans un second point, il faut noter l'importance des sépultures. On a retrouvé, plutôt datées du 6e ou du 5e siècle avant notre ère, des sépultures qualifiées de princières, entre guillemets, qui étaient bien visibles dans le paysage à travers la présence d'un tumulus et avec à l'intérieur des tombes très richement dotées, en général destinées à une seule personne. Des tombes de guerriers, avec la présence d'armes, d'épées comme à Ochdorf, mais également des tombes de femmes. La plus célèbre est la fameuse tombe de Vix, dans laquelle on a retrouvé un chariot à 4 roues, un superbe vase d'origine grecque en fer, ainsi que des bijoux. À proximité de la tombe se trouvait un grand bâtiment carré en abside et en bois de 35 sur 22 mètres qui servait peut-être de sanctuaire. À partir du 5e siècle avant notre ère, on observe cependant le retour de tombes moins fastueuses et plus discrètes, à fosse et avec un mobilier plus simple, mais beaucoup plus nombreuses, ce qui laisse penser qu'une part plus importante de la population accède à une certaine reconnaissance sociale et participe peut-être aux campagnes militaires aux côtés de l'aristocratie guerrière. On retrouve également des traces de sacrifices, de morts violentes à l'intérieur de sanctuaires quadrangulaires entourés de fossés, comme à Gournay-sur-Aronde, dans l'Oise, ou à Ribemont-sur-Ancre, dans la Saône. Le pont de la Tène, exhumé à l'extrémité du lac de Neuchâtel, a dû aussi être un lieu de trophée où armes et corps étaient suspendus. Troisième point, on observe un artisanat remarquable qui se développe, du verre, du fer, avec des réalisations de prestige, telles le bassin de Gundestrup, mais aussi des innovations techniques, telles la multiplication de petits anneaux métalliques qui se transforment petit à petit en côtes de mailles. Le fer permet également de diffuser des outils agricoles de meilleure qualité, plus solides, tels le soc de l'arère, des clous, des cerclages. À ce titre, on observe une continuité entre les débuts de l'âge du fer, à la fin du 2e millénaire, et le monde celte, et les régions autour d'Alstadt, puis de la Tène, zone de contact entre la Méditerranée et la Baltique, pourvue de nombreuses ressources naturelles, minerais, mines de sel. Donc ces régions semblent être le centre de diffusion de la civilisation celte. Alors en quatrième point, il faut voir que le sacré est omniprésent dans la nature. On le voit à travers des sites naturels, des grottes, des sources, des gués. Ainsi la grotte du Taureau, à Bikiskala, en Moravie, où de nombreux mobiliers ont été retrouvés. Pour les Celtes, le monde repose sur une harmonie triangulaire. L'homme, la végétation et l'animal. On le repère en particulier à travers l'art celte, qui met en scène des décors végétaux, à travers des spirales, et un bestiaire souvent fabuleux, avec la présence de dragons, de griffons. Il faut noter dans un cinquième point qu'avant la conquête de la Gaule par César, les sociétés celtes
sont en essor. On le voit avec l'agriculture, puisque l'archéologie montre que l'habitat auparavant disséminé se regroupe et que des fermes importantes se développent. Grâce à la prospection aérienne, des fermes peuvent être reconstituées, par exemple à Plouer-sur-Rance, en Côte-d'Armor. On constate aussi une certaine déforestation. On a besoin du bois pour construire, se chauffer. Et cette déforestation permet également de mettre de nouvelles terres en culture. Un essor commercial s'observe également. Les Celtes commercent leurs minerais, l'ambre, le sel, des objets métalliques avec la Méditerranée, en échange de céramique grecque, d'objets que l'on retrouve à travers, par exemple, le mobilier des tombes, qui montre aussi des pratiques communes. Parmi ces pratiques, les banquets funéraires, les repas collectifs et festifs, l'usage du vin qui se répand dans le monde celte. La monnaie apparaît et se diffuse. Au départ, les pièces imitent des stratères grecs de Philippe II de Macédoine et d'Alexandre le Grand, puis elles deviennent plus originales avec des montants plus faibles. Le denier en argent apparaît ainsi chez les Édouins, les Séquanes, les Lingons, et on voit également se diffuser des masses de pièces en alliage cuivreux dont la valeur est minime, les potins. Des balances étaient utilisées lors des transactions par des changeurs. À partir du IIe siècle, on voit également un développement urbain à travers la diffusion des oppidas. L'oppidum est un habitat ceint par un rempart, avec une ou des portes monumentales, et à l'intérieur, l'espace est structuré, avec un centre religieux où convergent les axes de communication, des bâtiments regroupés par fonction, artisanale, résidentielle. On y trouve également des fermes assez importantes. Ces oppidas sont localisés sur des axes stratégiques de circulation, près de ressources, avec des protections naturelles, souvent en hauteur. L'oppidum structure le territoire, les villages qui l'entourent, qu'on appelait pagi ou pagus au singulier. Ainsi à Bibracte, Gergovie en Gaule, ou à Manching en Bavière, qui frôle les 400 hectares. Au lendemain de la conquête romaine, les oppidas sont abandonnés, mais des capitales romaines sont bâties à proximité, comme Autun ou Bourges.